Maxime de Wilde est un auteur-compositeur-interprète originaire de Montréal qui s'est établi à Fort-Coulonges afin d'y rénover une maison qui était sous le coup d'un avis de démolition. Après plusieurs années de rénovations intenses, sa conjointe, leur fille et lui peuvent enfin apprécier le petit village du Pontiac où ils vivent à temps plein. Maxime s'apprête maintenant à lancer ses chansons à la radio prochainement et sur un album EP l'année prochaine. Maxime de Wilde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Les Formels. Je dois spécifier Merci. que tu es en direct de chez toi, chez à Fort-Coulonges. On y Oui, reviendra. Mais en partant, ce que je veux aborder comme sujet, c'est ton nom. Parce que, ton nom se prononce de Wilde, et ça, je pense que tu le dis abondamment. Je pense que tu dois le prononcer au moins 2-3 fois par jour quand tu parles de ta carrière. Parce que ton nom, ce n'est pas de Wilde, évidemment, c'est Galant. Mais explique-moi un peu comment tu as choisi The Wilde et comment le chemin de pensée que tu as fait pour aller chercher ce nom-là. Comme beaucoup de gens en chanson, j'ai voulu avoir un pseudonyme pour séparer un peu le Maxime qui chante du Maxime qui fait tout le reste, simplement pour avoir un nom de projet aussi. Et j'ai cogité longtemps. J'ai même pensé m'appeler Maxime Goéland, finalement. Je suis assez content de ne pas avoir retenu ce nom-là. Puis j'ai choisi finalement un nom qui est dans ma famille déjà. The Wilde, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle. Donc, on va dire que le quart de ma famille s'appelle The Wilde. C'est un nom belge. Et j'ai toujours aimé ce nom-là, je le trouvais élégant. Puis, il faut dire d'ailleurs qu'il a un double sens. C'est-à-dire que oui, on dit The Wild avec la petite particule, mais tout le monde dit The Wild et ça peut même s'écrire The Wild. Bref, j'aimais ce petit double sens propre et en même temps sauvage. Je l'ai donc adopté sans penser que personne ne le prononcerait correctement. Naïvement, j'entendais le nom de Wild depuis mon enfance et j'avais pas pensé à Oscar Wilde, dont le nom s'écrit exactement de la même façon. Bref, fait que je me fais débaptiser finalement assez souvent, mais ça me dérange pas du tout. Et aussi, c'est un peu comment éviter une confusion pour en créer un autre, parce que ton vrai nom, c'est Galant. Tu disais, C'est Galant. il y en a Galant avec un D, il y en a qui l'écrivent Galant avec un T, il y en a qui l'écrivent un L, deux L. Donc, tu voulais éviter que les gens l'écrivent probablement de la mauvaise manière. Et puis, ça a donné une erreur de prononciation. Comme quoi, faut pas essayer d'éviter son destin. Je suis fait pour être mal nommé, c'est correct. Mais ce qui m'a vraiment intéressé dans ton histoire, c'est que, tu es natif de Montréal, tu me disais dans l'ouest de Montréal. Exact. Et puis là, tu es à Fort-Coulonges. Oui. Et la raison est quand même assez spéciale. C'est pas tout le monde qui s'en va à Fort-Coulonges pour faire ce que tu as fait. Raconte-moi un peu qu'est-ce qui t'a mené à Fort-Coulonges. Fort-Coulonges, c'est un village que je connaissais déjà depuis un bon bout de temps parce que ma copine, ma conjointe, a de la famille là-bas. Sa mère y est née, donc elle a encore des oncles et tantes, sa grand-mère. Donc, on y allait 1 ou 2 fois par an. Je connais bien le village, et puis on a des connaissances là-bas. En 2013, ma conjointe, qui d'ailleurs s'appelle Suzanne Vallière-Nollet, je vais la nommer, et moi, on a fait un documentaire sur le Pontiac, donc la MRC, la région. Un documentaire qui se consacrait en gros à la mémoire des personnes âgées, des aînés, et aussi aux lieux disparus du Pontiac, comme par exemple la voie ferrée et tout ce qui touche la foresterie. Donc, pendant le documentaire, par la force des choses, on y allait plus souvent, ce qui a, on va dire, consolidé le lien avec la région puis le village. Et à la toute fin, quand je montais encore le documentaire, on a entendu parler d'une maison qu'on avait déjà vue d'ailleurs, elle est en plein centre du village, qui allait être soi-disant démolie. Une maison qu'on avait remarquée parce qu'elle avait du panache, bien qu'elle soit très mal en point, elle était abandonnée, aussi longtemps que je me rappelle. Et en apprenant qu'elle allait être démolie, on n'a pas été à l'aise, ça nous travaillait. Finalement, de fil en aiguille, on est rentré en contact avec le propriétaire. Et ça a été un processus ardu, mais on a fini par l'acheter pour la sauver, finalement, de la démolition. Il a fallu s'entendre avec la municipalité parce que c'était un ordre de démolition de la municipalité. C'était une obligation de démolir. Oh, c'est assez difficile à contrecarrer quand tu es rendu à ce point-là. Là. C'est-à-dire qu'il faut... il faut montrer patte blanche puis dire qu'on va, oui, bel et bien la restaurer puis que ce ne sera plus un danger public. Ça a pris un petit peu de négociation, mais on a fini par y arriver, heureusement. Puis ça a été un processus assez long. Là, on a commencé ça, on l'a acheté en septembre 2015. Donc ça fait 6 ans, bientôt.
Et j'ai 3 ans de ma vie à peu près. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que rénover la maison. On n'y habitait pas encore d'ailleurs. C'était tellement lourd comme travaux que c'était impensable d'y habiter. Il n'y avait pas d'électricité, pas de plomberie, le toit coulait. Bref, il fallait faire les choses avant d'emménager. Donc on habitait chez la tante de ma conjointe pendant ce temps-là. Donc, c'est assez extensif comme travaux là, qu'il y avait à faire. Là. On parle de ramener ça pratiquement à la coquille puis de refaire littéralement tout, Oui, pratiquement. pratiquement. Pour vrai, j'imagine mal des travaux plus intenses. J'essaie d'imaginer un projet qui aurait une couche de plus, puis j'ai du mal à l'imaginer, sauf peut-être pour l'institutionnel, où des fois ils font des sortes Mhm. de miracles pour récupérer du patrimoine. Non, là, c'était vraiment tout ce qu'on peut imaginer faire sur une maison, on l'a fait, des fondations, la toiture, l'isolation, la plomberie, l'électricité, le chauffage, tout, le plâtre, la charpente. Fait que j'ai appris beaucoup de choses dans le processus parce que je viens pas du tout du milieu de la restauration. Moi, j'ai étudié en littérature. Oh, on est quand Donc, même assez loin, là. ouais, n'empêche que savoir lire, ça aide hein, pour Mhm. apprendre des Effectivement. choses. Puis Internet aussi. Donc, combinant l'Internet et mon savoir lire, on va dire, j'ai appris pas mal de choses. Mhm. Et ben, on a appris pas mal de choses. J'étais pas seul là-dedans, puis on a eu beaucoup d'aide. Puis j'ai bien aimé ce processus-là. C'est de loin la chose la plus imposante et que j'ai faite, en fait, de ma jeune vie. Là, c'est un gros projet. Puis c'est pas fini, mais le gros est fait. Mais surtout qu'on dit souvent que l'achat d'une maison, c'est le plus gros, la plus grosse dépense qu'un couple va faire dans sa vie. Mhm. Encore quand on achète une maison, qu'il faut la rénover au complet, est-ce qu'il y a des moments donnés où on se dit dans quoi je me suis embarqué littéralement, des moments de découragement, est-ce qu'il y en a? Non, ben oui, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des moments plus tough parce que des fois c'est long. Puis il faut dire qu'on s'attendait pas à ce que ça dure 3 ans, évidemment. On s'attendait à emménager un peu moins d'1 an et demi après l'achat, mais ça, c'était nos optimismes de citadins qui n'avaient jamais rénové une maison. Finalement, ça en a pris 3, à peu près. Euh, Si on l'avait su, on n'aurait probablement pas acheté, donc c'est aussi bien comme ça. Mais bien franchement, le plus gros des hésitations a été avant l'achat parce que ça donne le vertige de prendre ce risque-là. Là. C'est assez effrayant. Puis on l'a fait, oui, en faisant nos devoirs, puis en évaluant les coûts, mais c'était un peu un saut dans le vide, là, veux pas, parce qu'il y a eu des surprises, c'était inévitable. Mais somme toute, étrangement, pendant le processus, à part des découragements, on va dire, physiques, de lassitude, quand on était sur quelque chose de compliqué, jamais j'ai eu l'impression qu'on se faisait dépasser par les événements ou qu'on avait fait une mauvaise décision. Au contraire, j'avais l'impression que c'est un peu la maison qui nous portait parce que elle a ses exigences en quelque sorte. On était à son service, c'est comme ça que je vois ça. C'est une maison ancestrale qui avait toutes ses moulures, toutes ses portes, son plancher d'origine. Donc, elle était en très mauvais état, mais inaltérée en quelque sorte, une sorte d'image figée de la fin du 19e siècle. Donc, notre rôle à nous, c'était de la respecter finalement, puis de la remettre telle qu'elle devrait être le plus possible. Donc, bizarrement, c'était facile. Les décisions n'étaient pas si difficiles à prendre. Il fallait juste respecter la maison. Maxime, on dit que des rénovations, surtout majeures, c'est difficile pour un couple. Est-ce que ça a été difficile dans ton cas? Surtout que, bon, vous n'étiez pas de la région, tout ça, de s'habituer avec la région en même temps que rénover. Puis, à un moment donné aussi, on l'a parlé, une lassitude physique. Est-ce que Mhm. ça a été un petit peu plus difficile pour le couple? Non. Ben, c'est-à-dire que, comme pour n'importe quel grand projet, il y a des moments plus faciles et des moments plus difficiles, mais je pense que ma conjointe et moi, là, Suzanne et moi, on s'est retrouvés là-dedans. Ce qui a été un peu particulier, c'est que de fil en aiguille, ce qui a fini par s'installer, c'est que c'est moi qui ai arrêté tout emploi pour travailler sur la maison, tandis que Suzanne, elle, travaillait à temps plein. Donc, évidemment, ça crée une sorte de distance. Suzanne, par moment, quand elle était pendant l'année, parce qu'elle travaillait un bout comme enseignante, ben, elle sentait un peu qu'elle perdait contact avec les travaux sur la maison parce qu'elle avait moins de temps pour s'y consacrer. L'été, ça changeait. Elle rejoignait l'équipée, puis elle se mettait à travailler sur la maison elle aussi. Donc, il y a eu des petits moments plus difficiles, de flottement, mais somme toute, je pense que ça sauve un couple. quand, quand on s'en sort et qu'on habite dans la maison après tout ça, on est fiers d'avoir accompli ça ensemble. Donc, ça a été plus positif que négatif, certainement. Et puis là, on dit, on abandonne tout emploi. Tu faisais quoi comme emploi avant? Des emplois alimentaires, depuis que j'ai fini mes études en 2000,
2012, juste avant la grève étudiante, en fait. Depuis que j'ai fini mes études, j'ai fait des emplois qui m'intéressaient beaucoup, mais qui me permettaient surtout de continuer à avoir une activité artistique sur le côté. J'ai fait des arts sonores, j'ai fait du vidéo, de la musique, toutes sortes de choses. Donc, j'ai travaillé, après mes études, essentiellement en restauration, comme serveur. Comme beaucoup Comme d'étudiants en beaucoup. musique ou en Voilà. cinéma et compagnie. Et j'adore ça, cela dit. C'est vraiment une expérience que j'ai adorée et, à vrai dire, ça me manque, le bain de foule que ça représente, surtout après une pandémie comme Mhm. ça. Mais voilà, c'était des emplois à 15-20 heures semaine. Presque toute ma vie, je n'ai travaillé qu'à temps partiel pour pouvoir faire de la musique sur le côté et autre chose. Mais c'est ça, on parlait d'autres choses aussi. Tu le disais en début d'entrevue. Mhm. Tu as fait un documentaire avec ta conjointe Oui, sur le Pontiac. Qu'est-ce que ça parlait, ce documentaire-là? ben, c'était essentiellement de s'intéresser à, comment je formulerais ça, comment les choses qui ont disparu restent présentes dans la mémoire de celles et ceux qui les ont connues, jusqu'à ce que, bien sûr, ces personnes-là disparaissent, elles aussi. Donc, on s'est intéressé aux éléments disparus du Pontiac parce que l'histoire du Pontiac a changé drastiquement récemment, Mhm. parce que la foresterie a arrêté, le chemin de fer est parti il y a quelques décennies peut-être, je me rappelle plus, c'est les années 70-80. Toute la vie, loin des centres aussi, les écoles de rang, tout ça a été fermé, ça s'est centralisé. Le paysage a beaucoup changé en dedans de deux, trois générations, ce qui fait que plusieurs personnes s'en rappellent encore de ce qui était là avant. Ils peuvent nous le raconter, ils peuvent nous raconter les camps de bûcherons, ils peuvent nous raconter le chemin de fer. Donc, on a parlé à plusieurs personnes âgées ou moins âgées. On a même interviewé un draveur qui avait pas, je pense pas qu'il avait 50 ans encore, mais il avait fait la drave dans les années 80. Bref, on a interviewé plusieurs personnes pour un court documentaire d'une vingtaine de minutes, je pense, pour mettre en lumière comment les choses persistent dans la mémoire des personnes âgées, finalement. Et ceux qui voudraient le voir, ce documentaire-là, est-ce qu'il est disponible quelque part? Il ne l'est plus, Oh, mais il l'est en même temps. Si vous googlez Maxime Galland Vimeo, vous allez le trouver sur ma page personnelle, mais il n'est plus, pour l'instant, sur le site de la MRC Pontiac qui a produit le documentaire à la base. ah, d'accord. Mais il va sûrement y revenir éventuellement. Je pense que ça tient plus d'un bug technique qu'autre chose. Parce que c'est intéressant de voir des gens. On me dit de la drave dans les années 80. Je Ça a pensais que arrêté. c'était révolu depuis les années 40, 50, mais je pensais pas que ça se faisait jusqu'à dans les années 80. Non, ben là, je suis pas un spécialiste Mhm. du Pontiac. Moi, mon lot était plus la technique qu'autre chose, mais n'empêche que le Pontiac, je pense que c'est une des dernières régions du Québec qui a arrêté la drave parce que le bois était plus noble. C'était des pins blancs gigantesques. C'était pas de l'épinette, par exemple, comme il y avait dans les Laurentides. Donc, ce bois était encore recherché à l'international et la façon la plus simple de l'approcher des grands centres, ben, c'était encore de le mettre dans la rivière puis de le laisser descendre. Donc, ça a continué vraiment jusqu'au dernier moment. C'est dans les derniers draveurs du Québec, je pense, dans le Pontiac. Ouais. On en parle comme ça ici. Bon, à Buckingham, on s'entend aussi que c'est une activité, la foresterie, qui a été Mhm, longtemps avec la compagnie de McLaren qui était là. mhm, On a quand même mais le Pontiac et la région de Buckingham, on a quand même des similitudes aussi au niveau forcément. historique. Le Pontiac, c'est beau, c'est vaste, c'est grand, mais comme on dit, il y a peut-être moins d'emplois présentement. C'est peut-être un petit peu plus difficile dans le Pontiac. Euh, Les gens font quoi comme métier dans le coin? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste après bon, le départ de la foresterie et tout le restant? Ben là, encore une fois, je suis pas un spécialiste de la région. C'est ma région d'adoption, fait que je vais essayer de pas me tromper en répondant à cette question. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a d'abord beaucoup d'emplois d'institutions, que ce soit la MRC, l'école, les services comme le CLSC, l'hôpital à Charville. Il y a des commerces locaux, des restaurants, des quincailleries, des choses comme ça. Et sinon, il y a quand même beaucoup de personnes, surtout des hommes évidemment, qui font du fly-in, fly-out dans les mines dans le nord. Ah, OK. Donc, il y a une sorte d'apport économique vers la région qui se fait de cette façon-là. Les gens sont très attachés à leur région. Je le constate, en fait. Oui, il y a une baisse de la démographie, une baisse de population, mais les gens qui sont nés dans le Pontiac, ils sont attachés. C'est une région qui a une identité très forte. C'est pas grand, on n'est même pas 15 000 habitants, mais il y a une histoire assez distincte, un accent aussi, une langue très propre au Pontiac.
Donc, je comprends les gens de vouloir y rester. Quand on s'en va ailleurs, tout d'un coup, on perd ces grands espaces, puis on perd ses repères à la fois culturels et linguistiques. Donc, les gens restent, puis ils s'acharnent à partir des entreprises, à partir des projets. Puis je crois, évidemment, c'est un souhait, personne ne le sait, mais je crois que la région va rebondir économiquement. Le coup a été très dur dans les années 90, après la chute du bois d'œuvre. Oui, parce qu'effectivement, c'était pas mal ce qui prenait tout l'espace dans le coin en termes de grande entreprise. Ouais. Et puis quand ça a quitté relativement rapidement. Ça a été, ça n'a pas été une agonie qui a duré pendant 20 ou 30 ans. Ça a été quand même Je assez pense. rapide. C'est autour Ouais. de 2008, si je ne me trompe pas, que ça a fermé définitivement. Et puis, c'est de se revirer de bord aussi. Des gens qui partent des entreprises, il y en a ici, bon, à Gatineau, et Mhm. puis c'est peut-être un petit peu plus difficile dans des régions qui sont un peu plus éloignées. On le voit, des régions un peu plus éloignées, que c'est un petit peu plus difficile, mais Mhm. il y a une certaine, comme tu disais, un certain attachement et certainement Ouais. une volonté des gens de rester là, parce que, bon, Ouais. c'est tout ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'ils aiment. C'est vrai que c'est beau, je suis allé quelques fois et c'est vrai que c'est beau, c'est vaste, c'est grand. S'en Mhm. venir en ville, c'est pas pour tout le monde. Bon, tu sais, tu as fait le chemin inverse, tu Ouais. viens de la ville, tu arrives en campagne. C'est quoi le plus gros choc d'un citadin qui arrive en campagne? Dans ton cas, je sais pas si tu as eu un choc culturel ou si tu as eu quelque peu de choc. Non, étonnamment, j'en ai pas eu. Je pense que je savais plutôt bien à quoi m'attendre. On voulait déménager en région, là. C'était entendu depuis longtemps qu'on allait le faire à un moment donné. La maison, avec l'acte de démolition, a un peu précipité les choses. Mais on savait qu'on allait partir en région. Personnellement, plus que la région en général, je dirais que j'aime la vie de village. Je sais pas si j'irais habiter au fond du bois ou sur un rang, mais être au cœur d'un village, moi j'aime beaucoup ça. Il y a une proximité, chaque geste est significatif. On va à l'épicerie, ben, on rencontre plein de gens qu'on connaît, donc ça tisse une histoire à travers la journée, comparé à l'anonymat d'une ville comme Montréal, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup Montréal. Mais c'est juste un peu différent. Et c'est plus significatif. Sinon, ben, j'ai découvert ce que c'était d'arriver dans un petit village en menant un aussi gros projet qu'on a fait. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde me connaissait avant que je les connaisse. Je rentrais dans le café, tout le monde savait pertinemment qui j'étais. Mais moi, je savais pas qui eux, ils étaient. Des nouveaux arrivants dans un village, il n'y en a pas beaucoup. Dans une année, il y en a peut-être 10-20. C'est facile de les connaître. Mais moi, quand j'arrive, j'ai 4000 nouveaux visages à apprendre. Fait que c'était moi qui connaissais personne, puis tout le monde me connaissait. Euh, c'est pas désagréable. Moi, je suis pas choqué par ça. Je suis pas choqué que les gens soient intrigués par ce qu'on fait avec la maison. Les gens étaient généralement très positifs. Mais pour vrai, quand on commençait les travaux là, en 2015 et qu'on avait des échafaudages devant la maison, on était le meilleur contrôle de vitesse de la rue principale. Là, ça roulait à 10 km/h devant chez nous. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis, somme toute, c'est très positif. Au bout de 5-6 ans, ben, je peux dire qu'on a un grand réseau de contacts finalement. Oui, Beaucoup d'amis, puis sans compter la famille qui était déjà là, évidemment. les gens vous voient aussi comme étant un sauveur du patrimoine. Peut-être, j'imagine. Surtout si la maison avait un peu de panache, s'il y avait une histoire dans cette maison-là, eh bien, Mhm. le fait que vous la rénoviez, ben, souvent, ça peut donner une certaine lueur d'espoir aussi à certains, dire ah mon Dieu, OK, notre région intéresse tellement quelqu'un qui est prêt à investir beaucoup d'argent pour rénover une maison patrimoniale. Parce que ta maison Mhm. est datée de quelle année environ? On ne peut que soupçonner, mais la meilleure date qu'on a, c'est 1897. Ah, d'accord, donc 19e siècle, début du Toute fin du 20e, 19e, ouais, voilà. c'est ça. C'est aussi une maison qui doit être inspirante. On s'est rencontrés Oui. lors d'un spectacle totalement à Mhm. brûle-pourpoint. J'allais voir ma belle-fille qui chantait juste après toi, Ah qui oui. était censée chanter avant, mais finalement, bon, il y a eu un petit peu. T'as démarré le spectacle. Mhm. Et puis, j'ai adoré une de tes chansons. Je pense que c'est la première que tu as fait. Mhm. C'est une chanson qui parle justement de toi, de pourquoi tu fais ce métier-là, pourquoi tu as envie de faire ce métier-là. C'est très drôle. Un peu une dégaine, je dirais, à la. Bon, pour les plus jeunes, Émile Bilodeau. Mais je comparais aussi. Ben, même le look m'a fait penser un peu à Stéphane Archambault de Mes Aïeux. Euh, Mhm. Puis un peu aussi, là, vraiment, une expression qui est propre à toi.
C'est vraiment spécial. Et puis, justement, tu disais qu'en secondaire 3, t'es arrivé devant une scène pour un secondaire en spectacle ou quelque chose comme ça. Et puis, c'est là que tu as eu la piqûre. Sa piqûre-là, ça a continué, évidemment. Ouais, c'est un peu gênant. Tu sais, des fois, bizarrement, naïvement, on se dit qu'on va dire des choses dans une chanson, puis personne va nous le ramener. Tu sais, c'est une chanson. Mais oui, effectivement, je dis dans la chanson que en secondaire 3, j'ai chanté 2 tunes au concert de fin d'année, puis c'est absolument vrai. C'était la première fois que je chantais devant du monde. J'avais à peine appris à jouer de la guitare depuis un an, puis je passais assez inaperçu au secondaire. J'avais des bonnes notes, puis j'étais timide. Alors, c'est ça, là. J'avais pas un gros réseau d'amis. J'étais pas populaire pour 2 scènes. Puis quand j'ai fait ces chansons-là, ça a été un standing ovation à chaque chanson. Et puis toute la journée d'après, qui était une sortie scolaire, tout le monde m'en parlait, tout le monde me félicitait. Des gens dont je connaissais même pas le nom. Et oui, ça donne un buzz, puis ça donne envie de retrouver ce sentiment-là. Cela dit, je pense que c'est une raison tout à fait malsaine de faire quoi que ce soit dans la vie, là. Je pense que de chercher la popularité, puis le- comment dire, cette sorte de sentiment de gloire éphémère, c'est pas une bonne raison pour faire de la musique. Et plus j'en fais, moins c'est pour ça que je la fais, parce que je pense que c'est très fragilisant de faire quoi que ce soit pour être connu ou être populaire. Ça nous expose au rejet, finalement. Alors que si on le fait pour le plaisir, ben, quoi qu'il arrive, on le fait pour le plaisir. Je suis beaucoup plus dans cette mentalité-là. N'empêche que je le dis quand même dans cette chanson, puis c'est toujours en partie vrai. Puis c'est une chanson qui a été faite un peu pour régler des comptes avec moi-même. Elle a malheureusement déjà un peu vieilli, bien que ça fait même pas 2 ans que je l'ai écrite. Cela dit, là je fais ma promo, elle va sortir en single version avec des musiciens et tout en janvier prochain. Donc, si vous écoutez la vidéo plus tard, là, les spectateurs sur YouTube, par exemple, ben, c'est en janvier 2022, suivi du EP de 4 chansons en février, tout de suite après. On parle justement de production. Ça Mhm. coûte quand même un certain montant produire ces chansons, surtout à Mhm. compte d'auteur, quand tu dis quand on n'est pas connu. Euh, Ouais. donc, ça aussi, c'est un autre projet qui peut être un peu déstabilisant, mais comme on dit, pour le plaisir, puis je pense que les gens qui t'ont vu en spectacle ce soir-là, il y a 2 semaines, c'était vraiment le plaisir, on le sentait, là, c'était palpable, même s'il n'y avait pas la foule, une foule très, très, très nombreuse Non, pour au le moment. moins, c'était très intime, ouais. C'était très intime, je pense qu'on était 10, incluant les artistes. Mhm. Mais c'était vraiment quelque chose de très intéressant de voir aussi une autre façon de d'écrire. Tu as une façon très propre d'écrire, une manière d'amener ton verbe. Et puis, bon, j'ai encore une de tes... c'est dans la même chanson qui dit, bon, je suis avec ma blonde depuis 100 ans. On fit Mhm. bien, un peu comme dans les jambes d'un pantalon. Ouais, Deux. t'as bonne Mais mémoire, ouais. j'aime la phrase qui suit après. Je sais pas si tu veux aller là, si tu veux la Ah, mon dire. Dieu. Genre, j'ai jamais pensé de la tromper. On s'est jamais trompé, mais j'arrête pas d'y penser, ouais. Oui, c'est ça. On- C'est de mal en pis, décidément. Je pensais pas me faire rappeler ces paroles-là sous le nez. Ouais, non, mais c'est une chanson règlement de compte qui dit des choses que finalement, je pense que tout le monde vit intimement. C'est juste des choses dont on parle pas. On parle pas des désirs qu'on pourrait pas assouvir sous peine de blesser puis de se blesser, tu sais. Mais des fois, d'en parler, ça fait rire aussi parce que la chanson a un petit côté humoristique quand même. Oui, oui, c'est très, très humoristique. On sent le sarcasme gros comme le bras. Et puis là, tu viens d'avoir un enfant aussi. Ouais. Ça inspire aussi. Est-ce que ça t'a inspiré déjà au départ? Ça m'inspire plus que tout. C'est la chose la plus étonnante et heureuse qui me soit arrivée, là, bien franchement. Puis c'est ça, là. Puis en plus, je suis en congé parental, soit dit en passant, il y a 2 semaines, dans le fond, fin août jusqu'à Noël environ. Donc, je suis à la maison, je m'occupe d'elle. Elle a environ 7 mois, ma fille en ce moment. Puis c'est une très belle chose qui m'est arrivée. Puis oui, ça m'inspire. Cela dit, depuis qu'elle est née, je suis beaucoup plus dans la promotion et la préparation de spectacles avec des musiciens que dans l'écriture. OK. Donc, ça m'a aidé à finir une chanson. Pour être franc, c'est pas mal tout pour l'instant. Mais ça commence à me brûler de me remettre à écrire, mais il faut ce qu'il faut.
d'abord sortir l'album, puis après se remettre à écrire. Ouais. Parce que pour quelqu'un qui étudie en littérature, l'écriture, c'est pas mal le dada, c'est pas mal ce qui nous C'est vrai, drive cela dans la dit, journée. il y a beaucoup de gens qui étudient en littérature et qui écrivent pas, ou à part pour des travaux d'analyse, là, il y a une grande peur de l'écriture chez tout le monde, incluant chez les gens en écriture. Mais personnellement, ça m'a toujours intéressé. L'angoisse de la page blanche, est-ce que tu l'as? Euh, non, c'est une métaphore qui a le dos large. Je trouve que la page devient beaucoup plus angoissante quand il y a 3 lignes dessus. Parce que là, quand il y a 3 lignes dessus, on a un fil qui se dessine et on se demande, c'est là que les questions existentielles surgissent. Est-ce que c'est un fil qui est intéressant? Est-ce que je vais là? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis en train de me saboter en faisant ça? C'est-à-dire que quand on essaye de suivre une idée, l'élan initial, euh, c'est la peur de se tromper et la peur de trahir cette idée-là qui est plus dure à gérer, personnellement, je trouve. La page blanche. Quand il y a une page blanche puis que j'ai rien à écrire, j'écris rien. Et puis, C'est vrai, en plus. justement, là, tu parlais d'écriture, mais on Mhm. parle aussi, bon, là, avec l'enfant, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Est-ce que justement, faire des spectacles et tout ça, ça redonne le goût, justement, d'écrire du nouveau matériel, de ramener, surtout avec après la pandémie là, qu'on a connue, là, Ben oui, tout donne envie d'écrire du matériel. C'est une des choses que je trouve un peu difficile, c'est-à-dire que quand on est artiste en début de carrière, en espérant que cette carrière décolle ne serait-ce qu'un peu, ben les choses vont pas si vite que ça. Tout prend du temps, enregistrer prend du temps, faire la promo, puis là évidemment, en plus je suis devenu papa au milieu de tout ça. Donc, ça va prendre du temps avant que j'ai vraiment une vraie fenêtre d'écriture, parce que personnellement, j'ai besoin de temps. Je ne peux pas me dire que j'écris le soir avant de me coucher, j'ai besoin d'une demi-journée, puis de façon répétée. C'est quelque chose qui demande une routine, puis un travail. Donc, quand est-ce que j'aurai le temps de m'y remettre? Ça ne sera pas avant un an, probablement. Donc oui, l'envie est là, elle est forte, mais je suis patient. ben, c'est tout pour la première 28 minutes. Alors, j'aimerais Déjà. remercier tous ceux qui nous ont écoutés sur TVC Basse-Lièvre ou encore sur ma TV Outaouais. On est disponible aussi sur YouTube, SoundCloud, Apple Music et on continue tout de suite pour le web. Merci d'avoir été là. Et Maxime, justement, là, on a vu des spectacles, t'en as fait quelques-uns. Justement, de voir les gens, est-ce que les gens sont... est-ce qu'on sent plus qu'avant que les gens ont besoin de ça, là? Ça fait quand même 1 an et demi là, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau spectacle. Et puis, de voir de la relève, est-ce que, justement, les gens sont attirés? Parce que je me souviens, on était très peu quand tu t'es mis à chanter, mais à la fin, je pense, la troisième ou la quatrième chanson que tu as fait, ben là, la foule c'est vraiment agglutiné, a commencé à arriver de tout bord, de tout côté pour savoir qui est-ce qui chante. Est-ce que tu vois ça aussi dans d'autres manifestations que tu peux faire? Ben, c'est dur à dire. Ben oui, j'ai fait d'autres petits spectacles. Le principal, c'était un spectacle que j'ai donné le 19 août au Café Downtown, ici à Fort-Coulonge. Pardon. Puis il a été web diffusé par la radio communautaire ici, CHP. Il est donc accessible. Si vous voulez le voir, il est sur la page Facebook de CHP 109 ou la mienne. Et c'est un spectacle qui était très important pour moi. C'était mon premier spectacle avec des musiciens. On était 4 sur la scène. Donc, c'est dur à dire parce qu'il y avait vraiment une euphorie pour ce spectacle-là. Le café était aussi plein qu'il pouvait l'être selon les normes sanitaires. Puis, oui, il y avait quelque chose d'électrique parce que c'était non seulement un spectacle après une pandémie, mais c'était un spectacle d'une certaine envergure après une pandémie à Fort-Coulonge. Donc, Tous les puis éléments tout le monde se étaient connaissait un peu. C'était tous des gens qui étaient là sur invitation parce que c'était à toute fin pratique, en fait, une captation devant le public et non un spectacle. Donc là, oui, il y a eu quelque chose d'absolument survolté à ce spectacle-là. Ça a fini, des gens embarqués sur la scène, faisaient des chansons à boire, ça s'est terminé tard. On a senti que, oui, ça venait combler un manque. Cela dit, j'ai aussi un excellent souvenir de mon spectacle, mon premier spectacle à Montréal, en solo, au Petit Bar de la Chanson à Montréal, en décembre 2019. C'était avant la pandémie, personne ne savait que ça s'en venait. Et pourtant, je pense qu'on était 50 dans le Petit Bar. Si vous connaissez la place, c'est grand comme un corridor. On ne pouvait pas traverser le bar pour aller aux toilettes sans marcher sur des gens. Les gens étaient assis par terre. Donc, il y avait
il y avait ça aussi c'est ça que je cherche. En fait, c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup plus que tout le reste, faire des spectacles devant public. C'est ça qui me nourrit. Là. On parlait des applaudissements en secondaire 3. Tu sais. C'est ça le fun. Fait que je pense que tout le monde recherche ça, public ou musicien. Mais je me questionne pour l'industrie. Je ne sais pas si les habitudes vont revenir comme avant. Je pense que c'est une inquiétude que tout le monde a. On le souhaite, là, parce que ça fait déjà mal. Ça ferait mal que ça rebondisse pas à un moment donné. C'est sûr que là, il y a beaucoup d'artistes qui sont peut-être un peu dans le... surtout ceux en émergence, je dirais. Bon, ceux qui sont déjà très connus, qui avaient des spectacles déjà de cédulés, de bouquets. Là, il faut qu'ils en fassent 2 ou 3 pour justement liquider les billets qu'ils avaient déjà vendus. Donc, les dates, se prennent assez rapidement. Ouais. Et puis, on ne sait jamais un peu trop qu'est-ce qui va nous pendre au bout du nez. Est-ce qu'on va aller, là, on sait qu'on ne veut pas retourner à l'état de confinement, mais est-ce qu'à un moment donné, ça va redevenir? Donc, pour les artistes émergents, c'est peut-être un peu plus difficile, justement, d'avoir des places où s'exprimer. Ben, complètement. Personnellement, j'ai eu la chance d'être très émergent, dans le sens que j'avais pas... Je sortais du studio quand la pandémie est arrivée, donc j'ai pu continuer à travailler dessus. Donc oui, ça a mis du retard sur mon projet, mais j'avais aucune date de spectacle. J'étais en train de travailler sur des enregistrements. Donc, j'ai pas eu d'engagement à repousser ou quoi que ce soit, mais je suis de près beaucoup d'artistes par les réseaux sociaux que je connais personnellement, puis c'est fou. À quel point leur vie a été chamboulée. D'une certaine façon, je suis chanceux que je n'ai été qu'au début de cette aventure-là. Mais même les artistes établis, je veux dire, à un moment donné, quand c'est comme ça que tu payes tes billes, ben, si ça arrête, il faut trouver une autre façon de vivre. Là. Est-ce que justement, c'est peut-être pas plus difficile pour eux qui vivent de ça, de se retrouver sans emploi d'une journée à l'autre, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, et si ça Absolument. va revenir d'une certaine manière. Bon, si toi, tu as un autre emploi sur le côté, que tu fais ça pour le plaisir maintenant, que tu travailles à monter ton œuvre, ben c'est un petit peu... Ça change un peu moins le quotidien, finalement. Là. Il y a une infinité de cas. Ça peut toucher autant les artistes établis que, par exemple, l'artiste émergent qui va sortir son premier long jeu, qui a investi 15 000 dedans, puis qui finalement est obligé de le sortir en pleine pandémie sans aucun spectacle pour éponger ses dépenses. Il y a eu toutes sortes d'histoires aussi tristes les unes que les autres, et plusieurs ont été extrêmement courageux et résilients là-dedans, puis on fait les choses avec bonne humeur malgré tout. Moi, je suis assez admiratif des artistes que j'ai vus dans la pandémie, vraiment. Oui, puis bon, je vais revenir au spectacle où je t'ai croisé. Ça a été la première chose. J'ai regardé ma conjointe, puis j'ai dit, lui, il faut que je lui parle, il faut qu'il soit à mon émission, parce qu'il y a vraiment une histoire, vraiment un verbe que j'adore. J'aime ça, des chansons un peu plus sarcastiques, un peu plus noires, un peu plus... qui vont vraiment vers le dedans de l'humain qu'on n'ose pas aller. Et puis toi, tu y vas, puis tu te gênes pas d'y aller. C'est le fun de voir ça. Et puis, j'aimais aussi tu dis que tu es timide, mais c'est drôle, quand tu prends ta guitare, la timidité tombe. Puis je te regardais, après le spectacle, tu étais assis tout seul, un petit peu dans ton coin, tu regardais les autres artistes performer. Et puis, vraiment tout timide. Mais justement, est-ce que ça ne permet pas de faire une certaine coupure entre les deux? Genre, il y a un Maxime sur scène et un Maxime hors scène. Ben, définitivement, puis ça, c'est quasiment un cliché de le dire. Il y a tellement d'artistes qui sont comme ça, incluant des comédiens. Ça arrive très souvent que des gens qui aiment la scène et ils sont sont pas confortables dans les interactions sociales, on va dire, normales. surtout dans ce genre de situation où je connaissais pas grand monde, où il fallait faire, entre guillemets, du small talk, ou en tout cas s'introduire et tout ça. Bon, j'ai grandi maintenant, j'ai pas la timidité de mes 15 ans, là, mais ça demeure quand même un exercice compliqué pour moi de socialiser. Puis d'ailleurs, il y a une de mes chansons qui en parle de ça. Donc oui, la scène, et je sais pas pourquoi, on est vraiment une sorte de type comme ça. Il y a plein de personnes qui sont comme moi, qui sont timides dans la vie, mais heureux sur scène. Je sais pas l'expliquer. C'est peut-être l'énergie du public qui nous transmet.
Ouais, mais c'est pas juste sur scène, c'est-à-dire que depuis que j'étais à l'école, j'ai toujours aimé les exposés oraux, j'ai jamais eu de difficulté à parler à un groupe. Qui est Mais souvent en une seul à seul, c'est angoisse plus numéro compliqué. un. C'est Je souvent... sais, mais c'est comme ça. Je sais pas l'expliquer davantage. J'aime ça. Je me Et, sens confortable. et puis là, bon, on parlait du EP, 4 chansons, un Ouais. single qui va sortir. Après ça, est-ce qu'on y va vers l'album? Est-ce que l'ultime album... Est-ce que l'album est encore quelque chose qui se fait dans le milieu? Tu sais, est-ce que c'est encore à la page de le faire, à la mode de faire un album aujourd'hui, ou est-ce qu'on est mieux d'y aller avec, bon, comme on y va, il y a certains artistes qui ont dit non, moi je fais que des singles Ouais. pour satisfaire les Spotify de ce monde. Est-ce Mhm. que on y va, est-ce qu'on y va comme ça? Ben, je pense que l'album est encore pertinent sans aucun doute. Il suffit de voir les excellents albums qui sont sortis récemment, là, ne serait-ce que celui de Claude Pelgag ou Pissenlit d'Antoine Corriveau. Je veux dire, il y en a une pelletée de longs jeux qui sont sortis et qui sont excellents. Et non seulement excellents, il y a Hubert Lenoir en plus qui va en sortir un bientôt. Ils sont non seulement excellents, mais ils sont pensés comme des albums. Ce que je pense, c'est que ce qui existe plus, c'est l'album par défaut. Avant, il fallait faire un album. Si on faisait moins, c'est parce qu'on n'avait pas l'argent. Alors que maintenant, c'est pas obligé. Fait que je pense qu'il y a une plus grande liberté. Évidemment, miser sur les singles, c'est souvent un choix économique. Quand on a une certaine visibilité, ben, c'est plus payant que de sortir que des extraits radio. Donc, je pense que les gens qui font des albums, c'est par amour des albums, tout simplement. Et le EP est une forme intermédiaire que moi, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle permet de... tu sais, c'est un peu pour moi ce que la nouvelle serait au roman, dans le fond, le EP ou l'enjeu. Il y a moyen de condenser des idées un peu plus étranges, un peu plus champ gauche, on va dire, Mhm. sur une sorte de petit mini-album, quelque chose de plus condensé. Personnellement, si on m'avait donné les moyens comme ça, clé en main, j'aurais fait un album, une équipe et tout ça, mais j'avais peu d'expérience, peu de sous. C'était plus réaliste de faire une sorte de carte de visite de 4 chansons qu'était le EP finalement. Donc c'est vers ça que je me suis lancé. Et puis, on parle de sous, tant tu l'as mentionné. Oui. Ça peut coûter combien un EP versus un album? Est-ce qu'on peut C'est- mettre un chiffre? Ben, je sais qu'il y en a qui ont de la production, tout dépendant ouais. des musiciens, tout dépendant, évidemment, mais quelqu'un qui dirait, ben moi, je veux faire ça, un EP ou 3, 4 chansons pour me partir, combien Ouais. est-ce qu'il peut penser pouvoir mettre? Ben, je pense pas qu'on peut. Personnellement, vu que j'en suis à mes premières armes, je pense pas qu'on peut extrapoler de mon cas pour dire ça coûte ça. Je serais très mal à l'aise de donner un prix sur ces choses-là. Par contre, j'aime qu'on parle d'argent. Je trouve qu'on est souvent gêné de le faire, donc ça me dérange pas de dire combien ça m'a coûté. Puis là-dedans, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de systèmes D, puis de trucs pas chers ou d'amis qui ont embarqué avec moi pour pas grand-chose. Donc j'ai pu économiser comme ça. Le EP comme tel à enregistrer et à mixer n'a pas dû coûter beaucoup plus que 3 000 $ ou 4 000 $. J'en suis probablement à moins de 1 000 $ la chanson au total. Et c'est bon marché, je dirais. Mais Ça, avec c'est quand même une bonne qualité enregistrer de les production. musiciens. Oui, ben j'essaye, c'est sûr, mais en même temps, je me suis pas payé une semaine dans un grand studio avec des musiciens au tarif de la guilde des musiciens. Tu sais, ça aurait été beaucoup plus cher dans ce cas-là. Mais cette bonne franquette, c'est ça que ça a coûté. Cela dit, la surprise que j'ai eue, c'est après coup, c'est que c'est pas ça le gros morceau. Le gros morceau, c'est après. Et ça, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai découvert ça. Puis de La fil en distribution. aiguille, des gens de l'industrie m'en ont parlé, des gens qui étaient intéressés, soit de distributeurs ou de maisons de disques qui voulaient pas nécessairement s'engager en licence, mais qui voulaient bien m'accompagner, m'ont expliqué comment faire et tout ça. Puis là, si on additionne le graphisme de pochette, la relation de presse, le pistage radio, bref, la publicité sur les réseaux sociaux, si on veut bien faire les choses, et je pense qu'on n'a pas trop le choix. Vraiment, là, de nos jours, là, si on veut passer dans un média, faut une relationniste de presse ou un relationniste de presse. L'autre morceau est facilement 6 000. Donc au total, je dirais que c'est une aventure à 10 000 $ de sortir 4 chansons, pour moi. C'est comme ça que ça a tourné. Donc, à 2500 $ la chanson. On peut voir ça comme ça. Et puis, se faire remarquer, c'est assez difficile aussi. Bon, pour avoir été directeur musical d'une station de radio,
Oui. J'avais, bon, il y a un site qui existe que les gens connaissent, 45 tours, les musiciens connaissent ce site-là. C'est un site où les gens vont déposer leurs Mhm. chansons moyennant une certaine rétribution. C'est Oui. pas tellement cher, mais le problème, c'est que le directeur musical l'écoute et c'est pas toutes les chansons qui vont se faire écouter par tous les directeurs musicaux. Et il faut aussi que ça tombe dans ce Ouais. que la radio veut passer comme chose. Et disons que maintenant, j'ai remarqué un peu que les stations vont vers des classiques, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Ouais. puis, il y a très peu de gens, de nouveaux, qui vont passer l'étape du filtre de la programmation. Ouais. C'est de là que les relationnistes de presse vont aider, j'imagine. Ben, en fait, c'est plus le tracking radio. C'est Mhm. une autre personne Ça, qui une fait autre que ça. personne à payer. C'est une personne qui s'occupe uniquement de contacter les directrices, les directeurs musicaux. Ça inclut aussi les radios satellites. Bref, tout ce qui est radio. C'est une personne qui ne gère que ça. Et souvent, c'est un métier. C'est-à-dire que cette personne-là fait ça à temps plein et a déjà des contacts privilégiés avec les personnes qui font la direction musicale et donc peut cibler les radios Mm. selon leur goût. Pour avoir travaillé en radio, moi, je faisais pas du tout de direction musicale, mais je voyais un peu comment ça se passe. Ça passe presque juste par le pistage. C'est très rare qu'on va tomber sur une chanson et dire «Ah, celle-là, on va la mettre». Généralement, c'est des pisteurs qui envoient les dernières nouveautés par courriel. Faut passer Je par là. me souviens, oui, effectivement, les gens, Mm. puis il y en a qui m'appelaient souvent des pisteurs radio. J'avais aussi des relationnistes de presse qui essayaient de, justement, quand le Oui. pisteur radio, bon, ils essayaient d'en Souvent, remettre un peu c'est plus un pour faire rôle qui... découvrir, ouais. Des fois, la personne qui fait la relation va aussi faire le pistage et Mhm. inversement. C'est vrai que des fois, c'est un rôle qui est partagé par la même personne, effectivement. Et puis, justement, c'est de se rendre compte de ces pisteurs-là, d'aller vers le bon pisteur, j'imagine aussi, là. Parce que Mhm. est-ce que la personne, ça dépend aussi, ça doit dépendre au niveau monétaire aussi, il doit avoir quand même, ça je suis pas au courant de ces choses-là au niveau monétaire pour l'artiste, mais justement, si on va avoir un bon pistage, est-ce qu'il faut aller vers tel ou tel type de personne ou tel type d'entreprise de pistage radio? J'aimerais tellement avoir la réponse, mais je débute là-dedans, puis c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans une vidéo YouTube. Il faut parler aux gens. Donc, j'en connais plus qu'il y a quelques mois, mais j'en suis à mes débuts, donc je serais bien gêné de recommander quelqu'un sur le pistage radio. Mhm. Moi, ça s'est fait de bouche à oreille. En ce moment, toute l'industrie est débordée. Oui, Les productions ont doublé, à toute fin pratique. Il y a 2 fois plus d'albums qu'avant la pandémie, parce que tout le monde a fait des albums pendant la pandémie. évidemment. Donc, c'est même difficile de trouver quelqu'un qui va faire le pistage, parce que souvent, leurs agendas sont complets pour plusieurs mois. Ah, OK. Ah oui, tout est complet. Les distributeurs ont dû couper dans le gras des engagements qu'il y avait, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout sortir d'un coup. Donc, le fait de sortir ça en février m'a aidé finalement, parce qu'au départ, je voulais le faire au mois d'août, avant mon congé de paternité. Puis finalement, j'ai pris une grande respiration et je me suis dit, bon, j'ai patienté plus d'un an, je peux bien patienter 5 mois de plus. Et en fait, ça m'a rendu service, parce que là, lorsqu'on contacte des professionnels pour un album qui va sortir dans 6 mois, là, tout d'un coup, ça devient possible, il y a de la place dans l'agenda et ça peut aller. Mais c'est à ce point-là rempli en ce moment que c'est ça. Surtout au mois Bref. de février, bon, c'est un petit peu plus calme, si je peux dire, dans Ouais. l'industrie, dans ces mois-là. L'hiver, bon, on le sait, c'est C'est une l'hiver date à pour tout le monde. éviter, normalement. On dit Oui. sortir ça en septembre, avril, avant Noël. Bon, il y a les 3 pôles. Mais en fait, je me suis fait dire par ma relationniste de presse d'éviter à tout prix la rentrée culturelle de cette année. Elle dit, il y a trop d'affaires. Elle dit, tu vas passer inaperçu, de toute façon. Fait que finalement, je me suis fait dire par quelques personnes de confiance que février était mieux. Mais qui sait? C'est toujours un coup de dé, hein, de lancer quelque chose. Ben, c'est On de sait jamais. tomber aussi dans les bonnes. Dans les bonnes grâces des directeurs musicaux, de passer à la radio, de passer un peu partout. Ouais. Mais c'est que les gens aussi ont une offre qui est maintenant avec les YouTube de ce monde, une offre internationale. C'est Oui. difficile de trouver sa niche. Il faut pratiquement aller les chercher un par un. Oui. Ben moi, pour être franc, cette poutine-là de promotion, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'ai pas eu le choix de m'y mettre parce que je suis un artiste émergent puis c'est à moi de le faire.
Mais si jamais il m'est donné de signer avec un label, moi, ça va me faire plaisir de donner la moitié de mes droits pour que quelqu'un d'autre fasse ça à ma place puis gère toutes ces affaires-là parce que je pense pas que c'est là-dedans que je brille. Et puis, tu parlais de rejoindre les gens, de la niche et tout ça. Mais je pense que ma niche, c'est ma voix, c'est ma façon d'écrire des chansons. Et je pense pas à du marketing quand j'écris. Je pense à dire des choses qui me semblent importantes et nouvelles d'une façon nouvelle. C'est tout. Moi, j'essaie pas de plaire ou j'essaie pas de... Bien sûr, on essaie toujours de plaire, mais j'essaie pas... J'ai pas une réflexion de marché ou de marketing ou de radio quand j'écris. Alors, c'est dur après coup de penser de cette façon-là, personnellement, je trouve. De dire, je vais écrire sur tel sujet parce que, bon, c'est le sujet à la mode. Oui, ça, Comme, ça arrivera pas, je pense pas. c'est comme C'est pas là, ce qui me... on parle de pandémie, là, tout le monde a fait des chansons là-dessus, là, un peu, et ils vont continuer à la Ouais, faire. C'est ce qu'ils ont eu pendant ce temps-là, justement. C'est sûr que, c'est bon, si ça normal. inspire, c'est Ben une oui, grosse tout le étape, monde est là. passé par là. C'est normal, a priori, d'écrire une chanson là-dessus. Je sais pas si je le ferai, cela dit. Je commence à en avoir marre d'entendre parler de pandémie. Je sais pas, ça m'inspire pas grand-chose, pour être franc, cette situation, bizarrement. Ben, en tout cas, on te souhaite que l'inspiration soit au rendez-vous, que justement que tu puisses passer des beaux moments avec ta petite fille qui vient de naître, qui est encore un petit bébé qui va grandir assez vite. Donc, c'est bien de Hmm. profiter de ces temps-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maxime C'est de moi qui te Wild. remercie. Merci beaucoup. Merci.